Merci beaucoup. Merci d'avoir eu le courage de rester avec nous jusqu'au bout. Mais je pense que vous avez tout à fait raison, puisque on va aborder ce sujet de la logistique sous l'angle de l'innovation au service de l'humain. Je suis Emmanuel Zervidaki, je suis animateur du Club Logistique du Havre. Le Club Logistique du Havre regroupe, comme son nom l'indique, des logisticiens, des industriels et l'ensemble des services associés à la logistique sur le territoire havrais. Il est membre fondateur de la filière logistique normande, avec laquelle il collabore. Et dans le titre de cette conférence, il y a d'abord le sujet de service, puisque oui, nos activités, nos métiers sont bien des métiers de service. Et comme tout métier de service, ce sont des métiers où l'humain joue un rôle clé. C'est aussi des secteurs d'activité qui sont facteurs clés de succès pour les industriels et les distributeurs. Et de fait, nos secteurs d'activité, ils se doivent d'être vertueux et ils se doivent aussi, bien entendu, d'être porteurs d'avenir et tournés, bien entendu, vers les technologies de demain. Nous sommes l'interface entre un bassin de consommation et un bassin de production. Et de fait, eh bien, à nous d'être les premiers à nous approprier tous ces enjeux qui sont importants, tant pour les industriels que pour les distributeurs, en tout cas pour tous les donneurs d'ordre qui viennent avec nous collaborer à l'organisation de chaînes de valeur, parfois complexes, qui doivent être innovantes et durables. Cette innovation, vous le comprenez bien, elle est bien entendu une nécessité. L'innovation, c'est quoi? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de déflorer ce soir. Ce sont des sujets autour de l'innovation de rupture. On a tous en tête le smartphone, évidemment, quand on parle d'innovation. Mais c'est aussi de l'innovation organisationnelle. Et notre panel va nous démontrer ce soir. Je voulais d'abord remercier l'ensemble des partenaires de cette table ronde, que sont l'AFNTR, l'AFT et la filière logistique normande. La filière logistique normande, elle est représentée ici par Ariel Sanson, à qui je vais d'abord passer la parole pour présenter LSN. D'abord, s'il te plaît, Ariel, merci. Bonsoir à tous. Donc Logistique Seine-Normandie, effectivement, c'est la filière logistique. Nous représentons donc les entreprises de logistique et de transport sur la Normandie. Voilà, en les accompagnant, comme fonctionnent les filières en général, comme vous connaissez la filière énergie, la filière autonomie. LSN est là aussi pour accompagner les entreprises sur leur métier, en matière d'innovation aussi d'ailleurs, notamment. Voilà. Merci Ariel. L'AFT, quant à elle, est représentée par Aurélie Morin. Aurélie, je vous laisse présenter l'AFT, merci. Bonjour à tous et toutes. Donc Aurélie Morin, déléguée régionale de l'AFT Transport Logistique Normandie. On est implanté à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais on couvre toute la Normandie. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On est association loi 1901 créée en 1957 par les professionnels de la branche. Et pour faire simple, on travaille donc à leur côté sur les sujets emploi-formation. On a une grosse mission de valorisation, de promotion des métiers du secteur transport logistique. C'est ce qui fait, entre autres, qu'on est là aujourd'hui. On a également une mission de prospective, études et projets en matière de transport logistique, bien sûr. Et on accompagne donc les entreprises sur des sujets RH plutôt orientés marque employeur, prévention des risques, mixité, inclusion, etc. Je vais m'arrêter là parce que voilà, l'objectif, c'est pas d'être trop longue, mais en tout cas, je suis sur le stand numéro 25 aux côtés de LSN et la FNTR si vous avez besoin de plus d'informations sur ce que nous faisons. Merci Aurélie. Et enfin, Samuel Neuville, vous représentez la filière, la FNTR. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Samuel Neuville, moi je suis le délégué pour la Normandie de la Fédération nationale des transporteurs routiers. Qu'est-ce que c'est la FNTR ? C'est une organisation professionnelle, donc on représente toutes les entreprises de transport routier de marchandises, et on est là pour les conseiller, les informer, les représenter dans différentes instances, comme aujourd'hui. Et donc on est aux côtés des LSN et de l'AFT sur le stand 25 pour être au contact du public et mettre en avant, promouvoir ces métiers du transport qui sont souvent méconnus. Et voilà, on est là pour mettre en avant tous ces sujets, l'innovation et le rôle essentiel que joue le transport dans la création de valeur. Et donc, voilà, on s'attache à mettre en avant tous ces aspects. Voilà.
Merci Samuel. Alors pour aborder ce sujet de l'innovation en logistique, au service de l'humain, 3 chefs d'entreprise ont accepté de relever ce challenge avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Jean-Baptiste, directeur général d'XPlog, Bruno Hamelin, qui dirige le groupe MRZ, en particulier avec une enseigne bien connue des Havrais qui est Transport Le Loup, et Robin Poté, qu'on ne présente plus, qui est... Tu veux partie du paysage, Robin? Quand on parle d'innovation, on voit ton visage. Robin Poté dirige Circoé et il est en charge pour la filière logistique normande de tout le volet innovation. Bruno, je te propose de commencer avec le sujet du transport. Est-ce que tu peux d'abord, s'il te plaît, nous présenter les transports Le Loup? Bonjour à tous, donc je suis Bruno Hamelin, je dirige les transports Le Loup, qui sont basés au Havre, pas très loin d'ici. Les transports Le Loup, c'est donc une PME qui fait 16 millions de chiffre d'affaires, 110 personnes. Et donc 16 millions de chiffre d'affaires, 110 personnes, sur 3 sites, le site principal au Havre, un second à Rouen et un troisième à Chambéry. On n'est actif que dans le transport routier sur le conteneur, évidemment, puisqu'on est au Havre, conteneur, tout type de conteneur, avec une spécialité sur l'ADR, donc le transport de marchandises dangereuses, et le transport de vrac liquide chimique, qui est donc les citernes, les gros bidons qu'on voit sur les routes. Alors, ce soir, je vais donc vous parler, moi, de la technologie au service de l'humain dans le transport routier, principalement. Alors, j'ai voulu commencer par une phrase qui a été dite par un psychiatre du début du XXe siècle qui disait que le progrès technologique est comme une hache. On peut s'en servir pour couper du bois ou pour couper des têtes. Alors, je trouvais que c'était à propos par rapport à l'innovation au service de l'humain. Alors, l'innovation dans le transport routier, il y en a énormément, même si on a l'impression que les camions sont toujours les mêmes sur nos routes. Et non, ça change. Ça change énormément déjà au niveau de la technologie. Et donc, on s'aperçoit que, par exemple, vous avez donc des véhicules qui vont être de plus en plus autonomes. Alors, ceux qui sont un peu plus spécialistes entendent parler des camions totalement autonomes, qui seront pour demain ou après-demain. Aujourd'hui, nos véhicules sont toujours conduits par des chauffeurs routiers, mais ils sont quand même de plus en plus assistés. Et ce qui fait que le chauffeur routier, finalement, est aux commandes d'un ordinateur muni d'un certain nombre de capteurs qui vont l'aider, en fait, dans son travail. On entend beaucoup parler des drones. Alors, on n'y est pas encore. Je pense que nos chauffeurs routiers, aujourd'hui, seraient contents de piloter des drones, je ne sais pas. En tout cas, il faudra qu'ils changent un peu de connaissances. Les drones, ça sera beaucoup plus pour la livraison en milieu urbain. Pour ce qui est de nos métiers, transport de conteneurs, transport de vrac liquide, on restera sur des camions, j'imagine. L'innovation, c'est pas aussi que le matériel, c'est aussi au niveau de tout ce qui est en backup derrière, donc de l'organisation du transporteur, donc par les plateformes numériques, par l'informatique qui va être aussi bien dans l'entreprise que dans les camions, l'optimisation des itinéraires, les échanges de données qui sont de plus en plus courants maintenant aujourd'hui entre les prestataires que nous sommes et nos clients et nos partenaires, où vous allez avoir des plateformes numériques qui vont permettre d'échanger du fret entre les sociétés de transport et leurs clients de façon beaucoup plus directe, qui vont aussi permettre d'éliminer un certain nombre de tâches rébarbatives faites par l'humain jusqu'à présent. Alors ça aussi bien pour le suivi des véhicules que pour le suivi des marchandises, évidemment. On parle beaucoup de blockchain. Je ne suis pas le spécialiste, mais on voit à peu près ce que ça commence à faire dans nos métiers par l'échange de données. Et puis, un sujet essentiel du moment qui est les nouvelles technologies qui vont concerner tous les carburants alternatifs
et les technologies vertes, donc l'électricité ou l'hydrogène. Tout ça va impliquer évidemment des bouleversements dans nos métiers, aussi bien au niveau organisation qu'au niveau de l'emploi. Au niveau de l'emploi, ça va être évidemment des formations différentes et des métiers différents. Au niveau de la cybersécurité, puisque plus nos entreprises sont connectées, plus nos véhicules vont l'être, et plus on va être sujet à des malveillances. Et donc, il faudra vraiment, je pense, dans le futur, je parlais juste précédemment des véhicules autonomes. Eh bien, c'est sûr que si un hacker prend le contrôle d'un véhicule, ça pourra être dangereux. Donc, il faudra vraiment travailler ces points-là. Et puis, tout ça dans un monde français, européen, avec une réglementation importante, et qui va devoir accompagner toute cette évolution. Alors, moi, il y a 2 domaines sur lesquels je voulais échanger un peu plus, qui va être la digitalisation dans le transport en général, et puis la réduction des gaz à effet de serre. Alors, la digitalisation aujourd'hui dans le transport, elle est un peu partout. Elle est dans l'optimisation des tournées. Aujourd'hui, un chauffeur va avoir de moins en moins, ou son planificateur va avoir de moins en moins l'indépendance de dire par où il faut passer et comment il faut le faire. On a de plus en plus des logiciels. Je pense que Circoé est plus à même d'en parler, mais de plus en plus d'outils informatiques qui nous aident à prendre les bons itinéraires et donc tout ça dans un but de réduction des parcours et donc de l'impact que ça peut avoir. L'amélioration de la sécurité, de la traçabilité évidemment, puisque l'interconnexion de tout fait que, encore une fois, un camion aujourd'hui n'est pas juste un véhicule sur une route, mais c'est vraiment de plus en plus un ordinateur connecté avec des capteurs partout sur son ensemble qui est interconnecté par satellite avec sa base, et on récupère toutes les données et on sait absolument où il se trouve, et donc on sait où se trouve la marchandise au moment où on veut le voir. La digitalisation, c'est aussi le développement de modes de transport plus durables. Alors, c'est sur beaucoup de sujets, et puis un petit peu plus de façon pratique, pragmatique. C'est la suppression du papier, par exemple. On est sur des métiers où on fait beaucoup de choses sur du papier, à l'écrit. On avait des lettres de voiture pour les transports qui sont de plus en plus digitalisées, et on va de plus en plus vers un monde sans papier, qui, alors d'une part, permet à tout l'administratif qui est derrière de pouvoir se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, et d'autre part aussi, moins de papier, moins d'arbres coupés, et donc moins de pollution, évidemment. Encore une fois, les enjeux de tout ça, c'est de l'investissement, puisque c'est de la technologie, et la technologie coûte cher, et donc les entreprises doivent absolument investir au fur et à mesure pour être au niveau, aussi bien aussi sur la sécurité, la cybersécurité. C'est des compétences numériques plus importantes, aussi bien au niveau de nos conducteurs, encore une fois, puisqu'un conducteur aujourd'hui, il doit absolument savoir manipuler tous ces outils informatiques qu'on lui met à disposition. Et puis c'est aussi un changement de compétences dans les métiers qui assistent le transport. Alors le deuxième point, un petit peu à côté de la digitalisation, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Alors c'est le sujet du moment, absolument. C'est la demande de nos clients, c'est la volonté des transporteurs. Le transport routier est un des secteurs les plus pollueurs, c'est comme ça, puisque jusqu'à présent, on utilise des énergies fossiles. Mais il faut quand même savoir que le camion d'hier n'est pas le camion d'aujourd'hui et ne sera pas le camion de demain.
Le camion d'aujourd'hui, déjà, c'est un véhicule qui consomme énormément moins par les innovations technologiques. C'est un véhicule qui va consommer, qui va utiliser une énergie qui va être différente, aussi bien au niveau donc, des biocarburants que l'électricité, l'hydrogène. Et c'est aussi, j'en parle depuis tout à l'heure avec la digitalisation, hein, une optimisation de la logistique et de la gestion des trafics, puisqu'on peut toujours consommer moins d'énergie pour transporter, mais si on le fait mal, eh bien, on consomme toujours de l'énergie. Donc tous ces outils derrière de gestion du transport sont extrêmement importants également. Les enjeux sont toujours les mêmes, ça coûte beaucoup d'argent. Aujourd'hui, un camion coûte en moyenne, sur des gros camions 44 tonnes comme les nôtres, ça coûte à peu près 120 000 euros. Eh bien, on sait qu'un camion qui utilise des biocarburants va coûter entre 20 et 30% plus cher. Et puis un camion gaz va coûter encore plus cher. Et puis surtout un camion électrique. Hein, aujourd'hui, ça coûte 3 fois à peu près le prix d'un camion au gasoil. Hein, on est dans une fourchette de 350 à 400 000 euros. Et l'hydrogène à venir, où là, il n'y a pas encore de marché réel, mais les coûts avancés sont de l'ordre de 500 aux millions d'euros. Hein, donc, on est dans une autre sphère. Alors, je vais parler un petit peu plus, si j'ai encore un peu de temps, je pense. Je vais parler un petit peu plus des énergies alternatives, puisque c'est le sujet hein, pour réduire les gaz à effet de serre. Les biocarburants, c'est tout simple. Dans l'essence, il y a de l'éthanol. Eh bien, de plus en plus maintenant dans les camions au gasoil, vous remplacez le gasoil par des carburants bio, donc soit des huiles alimentaires recyclées, ce qui est la grande tendance, et également avec un acteur majeur régional qui s'appelle Cepol, qui est une société qui est à Rouen, qui n'est pas très loin, qui en fait fabrique des biocarburants à base de colza. Hein, donc les champs tout jaunes d'aujourd'hui ne servent plus qu'à donner à manger aux vaches, mais vont aussi dans nos camions. Il en faudra encore un peu pour les vaches. Donc le biocarburant aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément parce qu'en fait, il permet de ne pas changer de technologie, de toujours continuer à utiliser les mêmes véhicules, les mêmes moteurs, légèrement différents, mais en tout cas, c'est un très bon intermédiaire dans la décarbonation. Le gaz naturel, alors il y a le gaz qui est toujours fossile, mais le gaz naturel va le devenir de moins en moins. Et donc le gaz naturel, là on change de technologie et on est sur des niveaux d'émissions qui sont plus faibles. Le biocarburant, c'est quand même 60 à 90% de réduction des émissions de CO2. Hein, quand vous avez un camion à côté de vous qui est au gaz, qui est au biocarburant, il va émettre que 10% par rapport à un camion qui serait au gasoil. L'électricité pour les petits véhicules, notamment pour le dernier kilomètre, ce sera, je pense, l'avenir, hein, puisque il y a effectivement un problème d'autonomie et de limite de charge avec des véhicules électriques, puisqu'il y a des batteries qui pèsent très lourd. Mais par contre, pour les véhicules plus gros, tels que les gros véhicules, les gros tracteurs, ça reste encore un peu limité, notamment par son autonomie et par sa puissance, hein, puisqu'on est quand même sur une technologie qui est plus basée sur les véhicules légers que sur les véhicules poids lourds. Et puis l'hydrogène, alors qu'on aurait pu mettre aussi sur l'électrique, puisqu'en fait l'hydrogène sert à alimenter une pile à combustible qui va servir à alimenter un moteur électrique. Donc l'hydrogène, c'est ce que tout le monde pense être l'avenir dans les 10 prochaines années.
avec de gros challenges, notamment sur les capacités de production d'hydrogène, le coût de l'hydrogène. Je le disais tout à l'heure, un camion à hydrogène, c'est 500 à 1 million d'euros, mais 1 kilo d'hydrogène, c'est aussi 12 euros. Vous savez tous combien coûte un litre de gasoil comparé à un kilo d'hydrogène. On est sur des prix de transport qui sont aujourd'hui inacceptables pour le marché. En tout cas, la technologie est là, elle se développe. On est plus que dans les essais, on est maintenant dans la semi-industrialisation. Et je pense que ça arrivera vraiment très rapidement. Il y a certaines startups qui existent déjà, notamment en utilisant des véhicules d'occasion, c'est-à-dire qu'ils reprennent des véhicules routiers classiques, ils changent toute la technologie, ils en font un véhicule avec un moteur électrique, des batteries alimentées à l'hydrogène, et qui permet de faire une seconde vie au véhicule et qui permet de limiter un peu les coûts. Et donc en conclusion, puisque la hache, elle peut couper des têtes ou elle peut couper du bois, et effectivement, je pense qu'on voit que l'évolution de la technologie dans le transport routier, elle ne coupe pas des têtes, mais elle est plutôt au service de l'humain. Merci Bruno d'avoir effectivement repositionné cette innovation dans le transport au service de l'humain, parce que limitant les nuisances, et puis peut-être aussi apportant un meilleur confort de travail, une meilleure qualité de vie au travail pour l'ensemble de nos collaborateurs. Olivier Jean-Baptiste, me tourne vers toi, tu diriges XPlog. Est-ce que tu peux nous présenter XPlog, s'il te plaît ? Bien sûr, Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, XPlog, logisticien et transporteur aussi sur le Havre et Marseille depuis 2 ans, 230 000 m² d'entrepôt, 300 collaborateurs au sein aussi du groupe Silogis. Donc, chez XPlog, le thème d'innovation, quand on m'a posé la question, j'allais dire tous les jours il faut innover. C'est que tous les jours, surtout sur une logistique portuaire où des fois on ne sait pas ce qu'on va découvrir dans un conteneur. Lorsqu'on ouvre les portes, il faut soit innover en termes de flux, soit innover en termes de moyens de manutention, et innover aussi dans la gestion de nos équipes et la partie RH. Alors, ce n'est pas le sujet que j'ai choisi ce soir, parce que ce n'est peut-être pas assez visuel. J'ai voulu parler de la robotisation. Aujourd'hui, la robotisation dans le monde de la logistique, ça arrive à grands pas. Alors, ça arrive à grands pas à travers des activités, même dans la messagerie au niveau du transport, tout ce qui est mécanisation. Ça arrive aussi sur la préparation de commandes avec des moyens de manutention basés sur des AGV au niveau robot. Ce n'est pas l'exemple que j'ai choisi. Moi, c'est l'exemple que je voulais faire un petit clin d'œil à la place du Havre. Et heureusement, c'est la robotisation au niveau du café. Le Havre est une place historique de la logistique du café. On est plusieurs logisticiens à faire du café sur la place du Havre. Et aujourd'hui, tous les logisticiens qui en font sur le Havre ont innové pour la manutention, parce qu'aujourd'hui, un sac de café qui pèse 70 kg, vous comprendrez bien qu'il faut absolument réduire la pénibilité au niveau de la manutention. Alors, il y a évidemment un aspect économique en termes de productivité, mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, nos clients sont, je dirais, regardants sur la façon dont on manipule leur sac. Et il y a quelques années, on a justement travaillé à ce type d'installation. Donc j'ai un petit film. Je suis moins bavard que Bruno, donc je suis très fainéant même. Donc on a un petit film. Je ne sais pas si tu peux le lancer, comme ça on pourra vous présenter le. Alors c'est vrai qu'on est finalement encore dans l'histoire du port du Havre.
une histoire qui est indissociable, hein, effectivement, Olivier, de ce commerce du café. On voit aujourd'hui, au travers de ce film, que bien, l'histoire, elle a évolué, que l'innovation nous a permis, effectivement, peut-être de réduire la pénibilité. Et justement, la question qui se pose, c'est quels sont les gains, justement, quand on met en place de telles solutions? Aujourd'hui, la pénibilité au travail, c'est un... On parle de QVT, hein, qualité de vie au travail, c'est une obligation. Nous, au moment où on a lancé le projet, on était un des premiers à réfléchir sur ce type de robot. Alors, ce qui est, je dirais, le robot dans le monde industriel, je pense à l'automobile, même ici, c'est pas du tout une innovation, hein. Le robot que vous voyez, il n'a rien d'innovant, je vous rassure tout de suite. Par contre, ce qui était innovant, c'est justement la technologie du préhenseur. Donc, c'est le bras qui prend le sac. Il faut savoir que c'est des sacs qui sont à la fois lourds, mais qui sont aussi flasques. Donc, prendre un carton avec un robot, c'est assez facile. Prendre un sac et de bien le positionner sur la palette. Je ne sais pas si vous avez vu sur le film la hauteur de gerbage, ce qu'on appelle l'empilement de palettes. C'est sur 3 voire 4 niveaux. Donc, il fallait des palettes stables. Et donc, tout le défi, c'était de poser le sac bien à plat pour qu'on puisse poser une autre palette au-dessus. Donc ça, c'était voilà, un gage aussi de sécurité dans les entrepôts. Donc les gains, pour nous, évidemment, répondent à la pénibilité du poste de travail et surtout à la pérennité des trafics. On parle du café au Havre, mais on est loin d'être le leader de la logistique du café en Europe, hein. Les places anversoises ont une, voire 10 longueurs d'avance sur nous en termes de volume. Et donc, il était nécessaire, et mes confrères sur la place du Havre, qui font la logistique du café, se sont aussi équipés de robots pour qu'on puisse justement se battre à armes égales avec d'autres places portuaires pour continuer à gérer ces trafics. Et le gros changement, et tu parlais d'innovation aussi, Bruno, tout à l'heure, sur les métiers, c'est qu'aujourd'hui, on a dû former nos collaborateurs à des nouveaux métiers. On ne conduit pas un robot comme on conduit un chariot ou on porte un sac de café. Donc de la maintenance de premier niveau, de l'entretien de ces robots, utiliser un ordinateur, je dirais, pour le piloter. Tout ça, c'est vraiment des nouveaux métiers qui s'apprennent sur le tas et qui permettent aussi de faire évoluer les compétences de nos collaborateurs. Et c'est aussi une vitrine aussi pour les clients lorsqu'ils viennent visiter et voir un petit peu leur trafic. Donc ça, c'est important. Merci Olivier. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est que l'innovation, elle ne vient pas remplacer l'humain. Elle ne vient pas prendre le boulot de nos collaborateurs. Au contraire, elle vient les aider à monter en compétences. Elle vient les aider à avoir aussi une meilleure qualité de vie au travail. Tu en parlais, une moins forte pénibilité de leurs différentes tâches. Et c'est aussi finalement un gage de sécurité et un gage de productivité, d'efficacité pour nos clients. Et ça, c'est très important, j'imagine également. Est-ce qu'il y avait d'autres solutions que ce fameux petit robot pour manutentionner les sacs de café? Il y avait d'autres solutions. C'était de demander aux importateurs au départ d'arrêter de mettre du café dans des sacs et de les mettre dans des big bags ou en vrac. Et c'est ce qui se fait aussi sur certains trafics, hein. Aujourd'hui, on a du café qui arrive en vrac et qui sont remis en big bag ou en citerne. Après, tout dépend de la qualité du café. En fait, des qualités de café haut de gamme se manipulent en sac et pas en vrac. Donc, aujourd'hui, des solutions de robotisation, il en existe beaucoup. Il fallait faire des choix. Vous voyez, on a encore de l'humain et on a encore des collaborateurs qui sont avec un crochet, ce qu'on appelle le fameux crochet de Docker, qui viennent prendre le sac en toile de jute pour l'amener sur le convoyeur. On pouvait aller plus loin et créer, et ça existe chez des confrères, où le robot directement va prendre le sac dans le conteneur. Bon, bah, c'est un choix, comme tu parlais tout à l'heure d'investissement. À un moment donné, on met le curseur, hein, le fameux ROI, on le regarde quand même de près. Et donc là, nous, on a fait le choix de garder une partie de manutention humaine et de robotiser la partie palettisation. Merci Olivier. L'innovation, c'est aussi vrai justement pour des métiers qui nous paraissent assez anciens. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet finalement de garder aussi, de poursuivre cette histoire qui a fait la force de la place portuaire aujourd'hui. Merci Olivier d'avoir abordé l'innovation sous l'angle du logisticien. Robin Poté, tu diriges Circoé. Est-ce que tu pourrais nous présenter Circoé, s'il te plaît ?
Oui, bonsoir à tous. Donc Circoé, on est un centre d'innovation en logistique et on travaille avec les entreprises de la région, donc des entrepôts, des transporteurs, des commissionnaires. Et notre rôle, c'est de les aider à mettre en place des nouvelles technologies dans leurs entreprises pour gagner en performance. Et ce soir, j'ai choisi de vous parler de l'intelligence artificielle. Et on se pose la même question qu'avec Bruno, hein, va-t-elle couper des têtes ou pas? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Alors, l'intelligence artificielle, ça existe, c'est pas neuf, hein, ça a une bonne trentaine d'années. Hein. Pour les plus anciens, vous vous souvenez de Deep Blue, qui a battu le meilleur joueur d'échecs. Hein, ça remonte à 96, hein, donc plus de 25 ans. Une intelligence artificielle bat le meilleur joueur d'échecs au monde. Et depuis 96, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Sauf qu'il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, il y a une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui est née, notamment les intelligences artificielles dites génératives. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce mot-là. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre par elle-même. Alors ça change tout, parce qu'il ne faut pas une armée d'ingénieurs derrière pour programmer la machine. En fait, on va donner à manger à une intelligence artificielle et d'elle-même, elle va apprendre. Alors il faut la guider, hein, lui donner un peu d'éthique, lui donner quelques règles, la corriger quand elle se trompe, mais on n'est pas derrière une armée d'informaticiens qui va programmer une intelligence artificielle. Et donc ces intelligences-là de nouvelle génération, bah, ça change tout parce que évidemment le coût est beaucoup plus accessible. Hein, ChatGPT c'est gratuit, enfin une des versions est gratuite. La version payante, qui est très puissante, elle coûte à peu près $20 par mois, donc c'est pas énorme. Et c'est des outils qui sont extrêmement puissants. Et on peut se demander, est-ce qu'ils vont nous remplacer? À quelle vitesse? Et pour faire quoi? Alors justement, est-ce que tu as des exemples précis à nous partager au sujet de la mise en place de solutions d'intelligence artificielle ben justement, au oui, service de la performance de nos activités logistiques? Ça tombe bien, Emmanuel, j'ai un exemple. C'est merveilleux. Alors avant d'enchaîner sur l'exemple, juste quelques chiffres. ChatGPT, par exemple, c'est l'outil qui a été le plus vite adopté depuis le début de l'humanité. Hein, 1 million de communautés qui se sont abonnées à ChatGPT en 4 jours. Hein, pour Facebook, ça a pris à peu près 6 mois. Hein, pour vous donner une idée, Internet, hein, quand la première version d'Internet est sortie, ça a mis plus d'1 an avant d'arriver à 1 million d'utilisateurs. Donc là, on est à 1 million en 4 jours. Et alors, on n'a pas les chiffres aujourd'hui du nombre d'abonnés, mais on doit s'approcher du milliard, hein, pour vous donner quelques idées. Alors, à quoi ça peut servir? Alors, j'ai un exemple dans le transport routier avec un client qui s'appelle... Alors, tu peux rester sur la diapo précédente. Voilà. Donc, un client qui est une entreprise de transport à Brest qui s'appelle l'entreprise Clavel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un transporteur. Et le problème de ce transporteur-là, c'est que chaque jour, il reçoit énormément de demandes de ses clients, demandes de cotation. Ses clients lui disent, est-ce que tu peux me chiffrer 3 palettes à expédier du Havre vers Bordeaux? Et donc, la meilleure façon d'échanger de l'information aujourd'hui, c'est peut-être l'intelligence artificielle. Et non, c'est les mails. Hein, donc, je ne sais pas combien tu reçois de mails par jour, Olivier. Hein, ouais, deux trop. Donc lui, il reçoit 500 mails par jour. Et c'est 500 mails de demande de prix. Donc c'est son client qui lui dit, tiens, est-ce que tu peux me chiffrer 10 palettes du Havre vers Paris? Donc l'opérateur derrière l'ordinateur, eh bien, il prend le mail et puis il ouvre Excel, hein, le meilleur ami hein, de celui qui fait les devis. Il ouvre Excel et puis il saisit les informations à la main. Donc il recopie les informations du mail de son client. Il calcule son prix et puis il renvoie un petit mail à son client en lui disant voilà le prix pour le transport. Et donc le problème de Monsieur Clavel, hein, c'est qu'il est débordé de mails toute la journée. Il rentre chez lui le soir, il continue de répondre aux demandes de ses clients, il s'en sort pas. Et donc ce qu'on a mis en place chez lui, c'est une intelligence artificielle
qui va non pas prendre sa place, mais l'aider à faire son boulot. Alors on va pouvoir avancer un peu. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit un mail? Il va venir le glisser. Donc il glisse son mail dans cette petite boîte qu'on voit sur l'écran. Et qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle? Donc on l'appelait email IA, intelligence artificielle pour lire les mails. Eh bien, vous voyez, à gauche, il y a le mail de son client. Donc merci de me donner le prix pour un enlèvement Le Havre, livraison Sarzeau, poids total, les 9 palettes, alors évidemment avec plein de fautes d'orthographe. Donc du coup, l'outil, l'intelligence artificielle, va transformer ce mail qui est de l'information non structurée, parce que ça ne rentre pas dans un tableau Excel quand on injecte ça, en information structurée. Et donc sur la partie droite de l'écran, vous voyez ce que l'intelligence artificielle a compris. Donc elle a compris que la ville de départ c'était Le Havre, que le département c'était 76, la ville d'arrivée, et elle a compris que c'était des palettes, qu'il y en avait 9, que c'était de telle dimension. Et donc, vous voyez, il calcule le prix pour ces 372 € pour ces 9 palettes, et puis il décompose ensuite pour les autres palettes qui sont listées dans le mail. Et donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui a analysé le mail, fait ses calculs, et qui propose à l'exploitant les prix qui sont affichés devant vous. Et en fait, l'exploitant, maintenant, son boulot, c'est de vérifier que l'intelligence artificielle a bien fait son boulot, qu'il n'y a pas d'erreur dans les prix ou dans la compréhension, et il a juste à cliquer en bas à droite sur « Envoyer l'email de réponse ». Donc en gros, un mail avant, c'était 5 minutes de traitement. Maintenant, on est en dessous de la minute pour traiter une demande de prix. Et donc quand on clique sur le bouton bleu, il y a un mail automatiquement qui est généré vers le client qui lui envoie les informations demandées. Et donc du coup, quand il rentre chez lui, eh bien, il est libre de pouvoir faire à manger et il n'a pas 1 heure de mail de retard à se taper le soir. Et donc on a allégé finalement la tâche de l'humain, et c'est grâce à l'utilisation d'une intelligence artificielle. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est les partenaires. Donc voilà, donc on ne coupe pas des têtes avec l'intelligence artificielle, on vient plutôt les soulager un petit peu. Oui, puis on diminue certainement aussi le stress à la fois de M. Clavel, mais aussi de ses équipes finalement Voilà. En interne, quand même. Alors merci. pas tant que ça, parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, parce qu'il m'a dit qu'il était débordé. Mais Pourquoi ça marche, rassure-nous. Je vais sans doute lui développer quelque chose pour qu'il puisse se libérer et venir sur le salon. Merci beaucoup Romain d'avoir effectivement positionné là pour le coup le sujet de l'intelligence artificielle, qui est un sujet effectivement sur lequel on est tous un petit peu encore très interrogatifs en se demandant à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert finalement. Et tu as bien concrétisé le sujet, merci beaucoup. Finalement, à vous trois, logisticiens, transporteurs, experts en innovation, vous avez illustré parfaitement que, bien loin des préjugés, finalement, les métiers du transport et de la logistique sont des métiers particulièrement innovants et modernes, mieux qu'ils permettent même de se projeter vers l'avenir et de construire de fait l'ensemble de ces supply chains de demain et en plus durables. Vos prises de parole ont montré également, et ça je crois que c'est très important aussi pour les visiteurs de ce salon, finalement que nos métiers ils sont aussi porteurs de sens et ils sont aussi positifs en matière d'impact aujourd'hui qu'on veut avoir sur l'ensemble de nos écosystèmes. Olivier, tu as illustré ta prise de parole sur une dimension sociale, sur une dimension de pénibilité du travail. Bruno, tu inscris finalement le transport routier dans cette dynamique d'amélioration continue, tu le disais, en particulier sur un volet environnemental et sur une problématique de digitalisation. Enfin, Robin, tu as finalement repositionné le sujet de l'intelligence artificielle au service de la performance économique aussi de nos activités, parce que peut-être que M. Clavel, à 22h, peut-être qu'il ne fait pas la bonne cotation et que du coup, il va perdre son client. En un mot, en plus. Collectivement, cette innovation, vous l'avez positionnée au service de l'humain, vous l'avez positionnée comme un facteur clé de succès d'une performance globale de nos entreprises et de notre place portuaire. Et finalement, c'est bien de l'humain aussi qu'on traite au travers de ces 3 piliers de la RSE. Je vous remercie, vous pouvez les applaudir. Et si vous avez des questions, il nous reste 5, 6, 7 minutes, je crois,
pour des questions. Aurélie. Alors moi j'ai une question pour Robin. Je voudrais savoir quel type d'entreprise se tourne vers vous par rapport à ces sujets. Est-ce que c'est la grosse entreprise hyper staffée, très avancée? Est-ce que c'est de la petite entreprise plus familiale? Et derrière cette question, il y a finalement, est-ce que ces innovations s'adressent davantage à des petites entreprises ou à des grosses, ou est-ce que c'est pour tout le monde? Voilà. Oui. Alors là, pour l'exemple que j'ai donné, effectivement, c'est plutôt une petite entreprise, moins de 50 personnes. Et bien souvent, en fait, les gens ne viennent pas nous voir en nous disant je veux implémenter de l'IA. En fait, ils nous parlent plutôt de leurs problèmes en nous disant bah voilà, 500 mails par jour, j'y arrive plus. Et c'est à nous de réfléchir sur quelle solution on peut apporter. Alors là j'ai montré l'IA, mais après il y a d'autres technologies qui peuvent être utilisées. Donc c'est à nous de faire le lien entre leurs problèmes et la solution qu'on peut y apporter. Merci. Mais oui, des petits comme des gros. Merci Robin. On a encore une question, monsieur. J'ai une question pour Robin. En fait, j'ai vu la technologie blockchain qui avait été mentionnée par le précédent et je voulais que vous disiez quelque chose là-dessus parce que moi, je travaille dans la bon, pas de travail, je suis étudiant en supply chain, management et logistique à l'UM Normandie et je m'intéresse beaucoup à la technologie blockchain dans les chaînes de grande distribution et ce que ça peut apporter. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, alors en fait, la blockchain, ce qu'il faut comprendre, c'est une technologie qui peut sécuriser une transaction entre deux acteurs. Et donc, en fait, ça constitue, grâce à une blockchain, on peut constituer des preuves juridiques. Donc, on n'a plus besoin forcément de signer des contrats ensemble. On peut, via la blockchain, ancrer des contrats dans une chaîne de blocs. Donc, ça peut constituer des preuves juridiques. Et donc, ça peut être quelque chose qu'on utilise en s'adossant à des technologies d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Il nous reste encore 1 minute pour une dernière question si besoin. Eh bien, merci à tous. Merci encore, messieurs, pour votre professionnalisme et votre création de valeur. À très bientôt. Bonne soirée à tous.